Ok, bon bah bonjour tout le monde. Je vais reprendre pour mes deux derniers cours sur le module de microbio L2 et on va quitter au moins en partie le monde des bactéries et je vais vous proposer une introduction à la virologie axée principalement sur les virus qui infectent les bactéries, c'est-à-dire des bactériophages. Donc ok, come back. Oui, voilà, ok. Donc le plan du cours, bon, bah, ça a changé un petit peu par rapport à l'année dernière à cause de notre superbe épidémie Covid-19. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par les généralités, qu'est-ce que c'est qu'un virus, comment on fait pour étudier les virus et un peu les bases de la structure des particules virales. Ensuite, je vais regarder d'abord les bactériophages, un petit peu sur comment font ces types de virus particuliers pour instaurer des cycles de réplication lytiques et lysogènes et quels sont leurs impacts en santé humaine. Ça peut paraître bizarre. Un virus qui infecte des bactéries, ça va toucher les bactéries, ça ne va pas infecter l'organisme humain, mais ils vont avoir un impact indirect sur la santé. Et pour la partie infection virale humaine, bon, bah, je vais faire une brève introduction sur les généralités. Dans le dernier cours, je vais passer la plupart du temps à faire un petit peu le point sur l'épidémie, les traitements et les vaccins contre le SARS-CoV-2. Ok, et puis probablement le premier cours aujourd'hui, on va aller au milieu de la deuxième partie. D'accord? Ok, donc qu'est-ce qu'un virus? Classiquement, c'est-à-dire il y a une centaine d'années, la définition d'un virus, c'était que un virus, c'est un agent infectieux filtrable. Donc c'est quelque chose qui peut provoquer une maladie infectieuse et on peut le filtrer. C'est-à-dire que si on passe le matériel infectieux à travers un filtre avec des pores qui sont aussi petits pour bloquer toutes les bactéries, les particules virales passent à travers ce filtre. Donc cette définition-là était basée sur la taille physique de la particule infectieuse. Donc, voilà, un virus, c'est quelque chose d'infectieux, enfin considéré comme quelque chose d'infectieux, plus petite qu'une bactérie, tout simplement. Donc ça, c'était très utile comme définition parce qu'il donnait un moyen pratique, très simple, de déterminer si j'ai une maladie infectieuse ou une infection des plantes, des animaux ou des gens. Je peux savoir s'il s'agit d'une bactérie ou d'un virus si j'essaie de le filtrer. Donc ça, c'était très utile d'avoir ce type de définition simple. Mais cela ne dit pas vraiment grand-chose sur la nature de ce que c'est qu'un virus et leur façon de se répliquer. Et donc, pendant les années 1930, 1940, le début des années 1950, on commençait à accumuler plus d'informations sur le caractère physique des particules virales et leurs composants biochimiques et leur façon de se répliquer. Et en 1957, André Lvov à l'Institut Pasteur a essayé de rassembler tout ce qui était connu à l'époque à propos des virus pour sa définition dite moderne de ce que c'est qu'un virus. Et donc, les critères que Lvov avait retenus étaient, bon, d'abord, il a maintenu le critère de taille, donc la particule virale infectieuse a un diamètre inférieur à 250 nanomètres. Quand on regarde dans la particule virale, on trouve un seul type d'acide nucléique, soit l'ADN, soit l'ARN, mais pas les deux à la fois. Et ça, c'est quelque chose de très différent par rapport aux cellules. Dans n'importe quelle cellule, on a le génome en ADN, on a des ARN ribosomaux de transfert et des ARN messagers.
Et ça, c'est vrai pour n'importe quel type de cellule bactérienne, même le plus simple, même des endospores, les formes en dormance des cellules bactériennes, on a toujours ADN et ARN. Donc ça, c'était une caractéristique biochimique nouvelle à l'époque. Ensuite, c'était un petit peu quelques observations sur la stratégie de réplication de virus. Donc les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires, qui le sont parce qu'ils ne portent pas de matériel biochimique nécessaire pour générer leur énergie métabolique. Donc ils sont obligés d'être parasites sur les cellules. Et aussi, quand on regarde bien, les virus ne se divisent pas comme ne vont pas pousser et se diviser en deux comme des cellules. Donc je vais regarder un petit peu en plus en détail sur certains de ces critères pour un peu dire si oui ou non la définition de 1957 est toujours respectée. Donc, oui, dernière chose, il faut aussi rajouter qu'aucun virus ne code pour de l'ARN ribosomal dans son génome. Et ça, c'est quelque chose qui les met totalement à part du reste du vivant. Parce que c'est pratiquement la molécule la plus conservée dans tout le reste de biosphère. Alors, pour la petite taille, donc les particules virales les plus petites ont un diamètre de 17-18 nanomètres seulement. Et la plupart des particules virales vont se retrouver entre, je ne sais pas moi, 30 ou 40 nanomètres de diamètre jusqu'à 200 nanomètres de diamètre pour les particules, avec pas mal qui sont autour de 100 nanomètres de diamètre. Donc à l'époque de Lvov, on connaissait déjà les poxvirus, donc ça c'est un poxvirus ici, qui a un diamètre de 200-250 nanomètres et une longueur peut-être jusqu'à 300 nanomètres. Donc c'est tout juste en dessous de la limite proposée par Lvov. Et déjà à l'époque, on avait quelques problèmes parce que on connaissait aussi ce type d'objet biologique. Donc ça c'est illustré à l'échelle. Ici la barre c'est 100 nanomètres, là c'est 200 nanomètres. Et donc ça c'est un objet biologique qui a un diamètre inférieur à 200 nanomètres. Une structure qui a l'air très simple, mais ce n'est pas un virus, c'est une cellule de bactérie. C'est une cellule d'un mycoplasme. Donc, bactérie dépourvue de peptidoglycane. Donc déjà à l'époque de Lvov, on avait quelques très petites bactéries qui étaient plus petites que les plus grands virus. Et depuis une vingtaine d'années, on a découvert des virus géants comme les mimivirus, le pandarovirus, qui ont des particules virales que l'on peut voir en microscope optique, qui sont plus grosses que les plus petites bactéries. Donc le critère de la taille de la particule infectieuse n'est pas 100% vrai tout le temps pour distinguer les virus des bactéries. Les plus gros virus sont plus grandes que les plus petites des bactéries. Donc néanmoins, ça reste vrai pour tous les virus qui infectent l'être humain, par exemple. Et c'est vrai pour la grande majorité des virus. Ok, les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires, c'est vrai, tous les virus le sont, mais c'est aussi vrai pour certains types de bactéries. Donc le Mycobacterium leprae, on peut le cultiver uniquement à l'intérieur d'une cellule, on ne peut pas le cultiver en bouillon de culture ou en milieu de culture. C'est vrai pour les chlamydia et les rickettsia, qui sont également les bactéries intracellulaires. Donc, c'est quelque chose qui décrit de façon fidèle le mode de réplication des virus, mais ce n'est pas une caractéristique unique au virus. Alors, quand on regarde la formation de l'énergie métabolique, dans pas mal de bactéries intracellulaires, elles génèrent leur propre ATP, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Il y en a qui importent l'ATP de la cellule infectée, qui ne la génèrent pas elles-mêmes, mais elles synthétisent toutes leurs propres protéines à l'intérieur de la cellule bactérienne. Tandis que pour tous les virus, ils dépendent de la cellule hôte pour la génération d'énergie métabolique
et pour la synthèse de leurs protéines. Et le dernier point qui est assez intéressant, c'est l'absence de division binaire chez les virus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la division binaire, c'est que bon, la cellule, c'est l'unité de base de tout le vivant. Et dans n'importe quel organisme cellulaire, quand on regarde bien, on commence par une cellule. Quand elle va se diviser, elle va commencer à s'agrandir de plus en plus. Et petit à petit, elle va se scinder en deux et on aura deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Donc ça, c'est une propriété fondamentale du vivant. Donc on peut se demander si les virus font la même chose. Donc quand on commence avec une particule virale qui va se répliquer, est-ce que notre particule virale va s'agrandir et petit à petit se diviser en deux? Et en fait, non, ça ne marche absolument pas comme ça. Quand les virus se répliquent, ce qui se passe, c'est qu'on va désassembler totalement la particule virale, on va répliquer le génome d'un côté, on va fabriquer les protéines du virus de l'autre côté, et puis on va les remettre ensemble pour fabriquer de nouvelles particules virales. Donc c'est un peu comme si on assemblait la particule virale à partir d'un kit à chaque fois. Et ça, c'est totalement différent des cellules. Les cellules ne vont pas se dissoudre et puis se réassembler à partir de leur constituant moléculaire. Aucune cellule ne se divise comme ça. Mais tous les virus font ça. Donc ça, c'est une différence vraiment fondamentale dans la façon de se dédupliquer. OK. Une autre chose que je mets cette diapositive ici parce que sinon j'ai tendance un petit peu à oublier. Donc, une autre caractéristique des virus, c'est que quand on regarde, ils sont vraiment partout. Donc actuellement, tout le monde est très préoccupé par le SARS-CoV-2. Et de façon générale, un peu plus tendance à se concentrer sur les virus qui infectent l'être humain. Mais il existe des virus qui infectent n'importe quel type cellulaire. Donc, bien sûr, les virus qui infectent des animaux, des virus qui infectent des plantes, des virus qui infectent les insectes et d'autres invertébrés, et aussi des virus qui infectent des bactéries qui sont des bactériophages. Donc, n'importe quel type de vie cellulaire est parasité par des virus. Ce sont des éléments de biosphère absolument ubiquitaires. Alors, comment on fait pour étudier les virus? Et ça, c'est un peu un problème parce que les virus sont trop petits pour être visibles en microscopie optique. Donc, on ne peut pas faire une coloration de grammes comme en TP et visualiser les virus. Pas peu. Ils sont trop petits pour ça. Et on ne peut pas non plus les cultiver en milieu de culture parce qu'ils se répliquent uniquement à l'intérieur d'autres organismes. Donc, globalement, on a deux types d'approches pour étudier les virus. Donc, d'une part, ce qu'on veut faire, c'est de les produire quelque part. Ensuite, les purifier les particules virales. Et si on fait ça, donc on peut les analyser par les techniques physico-chimiques, on peut les visualiser en microscopie électronique. Donc comme ça, on peut analyser ce que c'est une particule virale. L'autre façon de faire, c'est de les analyser in situ, c'est-à-dire chez la cellule infectée ou chez l'animal infecté ou chez la plante infectée. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est peut-être prendre notre virus purifié que l'on a obtenu ici, on va l'inoculer sur les organismes infectés et on va suivre ce qui se passe. Dans ce cas-là, ce qu'on fait d'habitude, c'est de suivre l'expression des protéines virales dans l'organisme infecté par l'immunochimie et de suivre l'expression des gènes viraux dans l'organisme infecté par les techniques de la biologie moléculaire. Dans ce cas-là, on peut avoir une idée de ce qui se passe comment le virus interagit avec son hôte. Donc, pour les systèmes de production, les premiers modèles qui étaient utilisés, c'était d'inoculer la matière infectieuse directement dans un organisme entier. Donc, c'est comme ça que Pasteur avait réussi à propager le virus de la rage.
Il n'avait aucune idée de quelle était la nature de l'agent infectieux, mais il a réussi à le propager, à produire un vaccin, juste en passant le virus d'un animal directement dans le cerveau de notre animal. Et c'était également la première technique qu'on avait pour propager des virus des plantes. Donc voilà, ça c'est la première technique, mais c'est un modèle complexe. Un organisme entier, c'est quelque chose de très complexe. Donc c'est très difficile d'analyser ce qui se passe au niveau moléculaire dans un système comme ça. Donc pour comprendre sur le plan fondamental comment les virus faisaient pour se répliquer, il fallait développer ou étudier des systèmes plus simples. Et ça c'est possible quand on inocule un virus sur une culture cellulaire. Et c'était d'abord possible pour étudier les bactériophages, parce qu'on savait cultiver des bactéries depuis 150 ans maintenant, donc au début du siècle dernier. Mais pour étudier les virus des eucaryotes, les virus qui nous infectent, en plus de détails, il a fallu attendre l'invention et la mise au point de la culture cellulaire, avec les premières lignées cellulaires immortalisées. Et donc, ça, c'était possible vraiment qu'à partir des années 1940. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à comprendre vraiment comment faisaient les virus pour se répliquer. Ok, donc on a notre système de production. On peut inoculer le virus et produire une tonne de matière infectieuse qui contient le virus. Ensuite, ce que l'on veut faire, c'est de le purifier. Donc on commence avec une sorte d'extrait brut qui est composé d'une tonne de protéines cellulaires et des particules virales. Ce que l'on veut faire, c'est purifier des particules virales à partir de ce mélange. Et la technique classique, utilisée depuis une bonne cinquantaine d'années maintenant, c'est l'ultracentrifugation sur des gradients de densité. Donc ce que l'on fait, allez, mon pointeur. Ok, ce que l'on fait, c'est que l'on dépose notre mélange de protéines solubles venant de la cellule et de particules virales sur un gradient de densité. Donc en bas, on a une concentration très élevée de notre chlorure de césium, le sucrose ou autre chose. Ici, la concentration est plus faible, donc on a un gradient de densité. Et on met ça dans l'ultracentrifugeuse, on le fait tourner super fort pendant très longtemps, et les particules virales vont descendre dans le gradient et s'équilibrer là où la densité de la particule virale est égale à la densité de la solution ici. Tandis que les protéines solubles vont rester tout en haut. Et donc quand ça marche bien, on a un anneau visible de particules virales que l'on peut récupérer. Donc ça c'est un exemple ici. Donc ça ce sont des particules virales couplées avec un fluorophore, donc on peut les visualiser très bien ici, et ça c'est moi ça. Donc on a notre préparation de particules virales purifiées dans le gradient, donc ensuite on peut les analyser, donc on peut les visualiser en microscopie électronique. Donc ça c'est un exemple d'une préparation de poxvirus, donc grosses particules virales assez complexes. Et donc on peut aussi analyser les différentes protéines présentes incorporées dans ces particules-là sur un gel SDS-PAGE par exemple. Donc on peut savoir combien on a de protéines dans la particule. Et donc les poxvirus, c'est un exemple un petit peu complexe. Il y a des dizaines de protéines différentes dans ces particules-là. Mais souvent, on peut analyser des particules virales purifiées et on voit qu'on a une, deux, trois, peut-être une dizaine de protéines virales dans la particule. Et ensuite, on peut essayer de comprendre quelle est la fonction de ces différentes protéines. Ok, donc si on fait ça, on commence à avoir un petit peu la vision de la structure des particules virales, ce qu'on appelle aussi le virion. Et la plus grande différence en structure de particules virales, c'est que d'abord, on a des particules qui sont non enveloppées, qui sont composées
d'un génome à l'intérieur entouré d'une couche de protéines qu'on appelle la capside. Et chez les virus non enveloppés, on voit deux morphologies distinctes. Les particules virales avec une symétrie hélicoïdale en forme de bâtonnet et les particules virales un peu sphériques avec une symétrie icosaédrique. Et chez les bactériophages, bon, on a les deux éléments couplés ensemble. Chez les virus enveloppés, on a d'une part les virus enveloppés simples, c'est-à-dire on a une sorte de forme hélicoïdale ou icosaédrique de nucléocapside à l'intérieur, entouré d'une enveloppe lipidique. Ou alors, on a des particules virales complexes, c'est-à-dire comme les poxvirus, ça ne correspond pas vraiment à un nucléocapside hélicoïdal, ni à une nucléocapside icosaédrique à l'intérieur, c'est quelque chose de plus complexe qui ne correspond ni à ce cas-là, ni à celui-là. Donc ça, c'est les premiers éléments de structure de particules virales. Et plusieurs familles de virus ont été identifiées et nommées grâce à leur morphologie en microscopie électronique. Donc, par exemple, les coronaviridés s'appellent comme ça parce que la spicule à la surface de la particule virale donne un aspect de couronne en microscopie électronique. Alors, un petit peu de détails sur les deux types de capsides. Donc, les capsides à symétrie hélicoïdale. L'idée, déjà, avant de comprendre ça, quelle est la fonction de la protéine de capside? Quelle est la fonction de la capside? Sa fonction primordiale, c'est d'entourer et de protéger le génome viral des attaques enzymatiques et chimiques. Donc, n'importe quel virus doit, à un moment donné, doit quitter la cellule infectée et aller infecter une autre cellule. Donc, si le virus libérait juste un acide nucléique nu, bah, ça ne marcherait pas très bien parce que son acide nucléique serait dégradé très très rapidement. La fonction primordiale, c'est de protéger l'acide, le génome du virus. Et donc, pour les capsides à symétrie hélicoïdale, le concept est très très simple, c'est-à-dire que l'acide nucléique, c'est une longue molécule linéaire. Donc, tout ce que j'ai à faire pour le protéger, c'est de l'entourer en forme de spirale autour de l'acide nucléique. Et l'exemple classique, c'est un peu le virus de mosaïque du tabac. Donc, la protéine de capside forme spontanément cette structure en anneaux. Les anneaux vont interagir avec l'ARN génomique du virus. Et ensuite, d'autres sous-unités de la protéine de capside vont se rajouter en spirale. Et petit à petit, tout l'acide nucléique du génome, génomique du virus, sera entouré par de la protéine. Et ça nous donne une structure en bâtonnet avec l'acide nucléique à l'intérieur et la protéine en spirale tout autour. Donc c'est une structure très très simple avec une nucléocapside composée de acide nucléique à l'intérieur et des milliers de copies de la protéine de capside à l'extérieur. Donc ça, c'est une structure très très simple qu'on trouve fréquemment chez les plantes. Chez les virus des animaux, on trouve des capsides à symétrie hélicoïdale uniquement chez certains virus enveloppés. Donc, par exemple, le virus Ebola, les filoviridés, comme ça, on a clairement une structure en forme de bâtonnet entourée d'une membrane. Ça, c'est le virus de la rougeole avec une enveloppe qui forme une sorte de paquet, et à l'intérieur de ce paquet, on a la nucléocapside qui est filamenteuse, donc avec une symétrie hélicoïdale. Alors, chez les virus à capside icosaédrique, l'idée, c'est un petit peu différent. Donc là, on a une structure protéique qui donne une particule en forme de sphère. Et l'idée ici, c'est que on va utiliser des protéines pour faire une sorte de ballon creux. Et à l'intérieur de ce ballon, on va créer un espace en 3 dimensions, là où on peut empaqueter le génome. Donc pour toutes les capsides icosaédriques, c'est un peu ça l'idée. Donc les protéines forment une couche
de forme sphérique et l'acide nucléique, c'est à l'intérieur. Et la façon la plus simple de faire ça, c'est d'assembler 60 copies d'une protéine de capside. Et donc, chaque copie, 3 copies de la protéine vont faire une face triangulaire. Donc, on a 1, 2, 3 copies de notre protéine de capside, ça fait une face triangulaire. Et 20 faces triangulaires ensemble, ça fait un icosèdre. Et c'est pour ça qu'on appelle ces capsides, ou la symétrie de ces capsides, icosèdrique. Donc ça marche pour former des capsides à une taille maximum de 20 à 30 nanomètres de diamètre. Si on veut avoir une capside plus grande, il faut faire quelque chose de plus complexe avec plusieurs protéines qui s'assemblent ensemble. Mais à chaque fois, on peut dessiner des faces triangulaires qui sont composées par ces différentes protéines et on garde toujours la symétrie icosèdrique de ces capsides. Alors, donc, finalement, chez les virus enveloppés, on a des structures un peu plus complexes. Chez les virus nus, non enveloppés, on a uniquement l'acide nucléique et les protéines de capside. Chez les virus enveloppés, on a ça, mais en plus d'autres protéines. Donc, quelles sont les fonctions de la capside nucléocapside? Protéger l'homme de virus. Et aussi, chez les virus nus, ce sont les protéines de capside qui sont responsables de l'attachement du virus sur la cellule hôte et son entrée dans la cellule hôte. Chez les virus enveloppés, cette fonction-là est effectuée par les glycoprotéines de surface qui sont encastrées dans l'enveloppe. Parce que ce sont ces protéines-là qui sont à l'extérieur de la particule virale et qui peuvent interagir avec la cellule. Donc ça, c'est le rôle des glycoprotéines de surface, glycoprotéines d'enveloppe. Chez de nombreux virus enveloppés, on a aussi quelque chose qui est entre l'enveloppe et la capside, qui sont soit qu'on appelle des fois les protéines de matrice ou les protéines de tégument. Donc, par exemple, chez les rhabdoviridés, comme le virus de la rage, on a la nucléocapside à l'intérieur, l'enveloppe à l'extérieur et les protéines de matrice qui sont entre les deux, qui collent les deux parties ensemble. Donc, les protéines de matrice ont un rôle physique pour maintenir l'intégrité de la particule virale. D'autres virus, par exemple chez les herpesvirus ici, donc on a un nucléocapside icosèdrique à l'intérieur, l'enveloppe à l'extérieur et des protéines de tégument qui sont entre les deux. Ces protéines virales-là, les protéines de tégument, vont être libérées dans la cellule infectée directement après l'infection. Donc leur rôle, c'est de commencer à perturber la cellule infectée dès les premières étapes de l'infection. Ok, donc jusque-là, on a l'introduction générale sur la virologie. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Quelles sont les techniques de base pour purifier, produire et visualiser des virus? Et les éléments de base de la structure des particules virales. Ok, donc jusque-là, c'est le moment pour moi de faire une pause et pour vous de réfléchir un petit peu. Donc je vais vous ouvrir cette question sur Madoc. Commencer. Ok, c'est bien, ça commence à venir.
Bon, allez, on a une trentaine de votes. On va voir si on a 40, 37. Ok, on va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est ce que vous avez envoyé comme réponse. Ok, donc qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Donc, ok, tout le monde est d'accord sur le 3. La fonction principale de la capside protégée des génomes virales, oui, c'est vrai. Ok, 2, la capside d'un virus est composée de polysaccharides, soit de polypeptides. Ça, c'est faux, ça. D'accord? Et cette question est posée parce que capside, c'est chez les virus, capsule, c'est chez les bactéries. Donc on a deux mots qui sont proches, mais il ne faut pas les confondre. Donc les antigènes de capsule chez les bactéries sont principalement des polysaccharides, mais éventuellement des polypeptides. Mais la capside d'un virus, c'est uniquement en protéines. D'accord? Tous les virus enveloppés, voilà, voilà, vous changez votre idée, ouais, c'est bien. Tous les virus enveloppés comprennent au moins une glycoprotéine d'enveloppe. Ça, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que chez les virus enveloppés, il faut avoir une protéine à l'extérieur de la particule virale qui est capable de s'attacher à la cellule hôte et faire rentrer le virus dans la cellule hôte. Et chez les virus enveloppés, c'est la glycoprotéine ou les glycoprotéines d'enveloppe qui effectuent cette fonction-là. Donc c'est une fonction essentielle pour n'importe quel virus. Donc chez les virus enveloppés, il y a toujours une ou plusieurs glycoprotéines d'enveloppe. Donc ça c'est vrai, ça. Et le 4, personne ne l'a eu, et je ne l'ai pas dit, mais en fait, il est possible de trouver cette réponse en appliquant vos connaissances en biochimie. Et la réponse est oui, ça c'est vrai, ça. Parce que les détergents sont très actifs sur les lipides, sur les membranes biologiques. L'enveloppe d'un virus, c'est une bicouche lipidique qui est très sensible aux détergents et aux solvants. Tandis qu'un virus nu, c'est un génome à l'intérieur, une capside protéique à l'extérieur. Et de façon générale, les capsides protéiques sont beaucoup plus résistantes aux détergents que l'enveloppe d'un virus enveloppé. Extrêmement important ça pour comprendre les mesures de nettoyage, désinfection qui vont être efficaces contre différents types de virus. Donc les virus de la grippe, la SARS-CoV-2, ce sont des virus enveloppés. Donc un simple lavage des mains au savon ou nettoyer une surface avec une solution à détergent ou alcoolique, ça suffit pour inactiver le virus. Pour d'autres types de virus comme les rotavirus qui donnent des gastroentérites, ce sont des virus non enveloppés, il faut utiliser des moyens beaucoup plus costauds chimiquement pour les inactiver. Donc des fois, on pose la question, ouais, mais même si on enlève l'enveloppe, on a la nucléocapside à l'intérieur qui est toujours intacte, donc pourquoi c'est pas infectieux? C'est parce que c'est en lien avec cette première question-là. Sur un virus enveloppé, si on élimine l'enveloppe lipidique, on va éliminer également les glycoprotéines de l'enveloppe qui sont nécessaires pour le virus pour infecter la cellule. D'accord? Donc, si on enlève l'enveloppe, le virus il devient non infectieux. Ok, voici pour cette question-là. Ok, donc ça c'est un peu l'introduction générale. Donc maintenant on va passer aux bactériophages. On va passer la moitié du temps sur ça. Alors, oh là, c'est bizarre mon truc là. Ok, bon, pas top l'animation des textes là. Donc les bactériophages, c'est quoi? Ce sont des virus qui infectent des bactéries. Ok.
donc, et qui vont les lyser. Donc, en quelque sorte, les bactériophages mangent les bactéries. Okay, phagocyté, c'est manger, quoi. Donc, c'est quelque chose qui mange des bactéries. Ils étaient découverts il y a plus de 100 ans par 2 chercheurs de façon indépendante. Frederick Twort, je pense que c'est un Anglais, c'était un Anglais, et Félix Derel, un Français, un Canadien. Alors, on peut les quantifier et les isoler par la technique de plage de Lise, pas la plage de Ise. Et c'est-à-dire que quand au lieu d'étaler les bactéries sur une gélose et on essaie de compter les colonies qui vont pousser, pour les bactériophages, on mélange les bactériophages avec une suspension de bactéries, parce que le bactériophage ne peut pas pousser sur une gélose, il faut lui donner quelque chose à manger. Qu'est-ce que ça mange un bactériophage? Ça mange des bactéries. Donc on va l'ensemencer avec une tonne de bactéries, et là où le virus ou le bactériophage est capable de pousser, ça va nous donner une plage de Lise, qui sont ces petits trous dans le tapis uniforme des bactéries qui poussent sur la boîte. Donc une plage de Lise est ici, et donc on peut purifier une plage de Lise, et ça vient d'une particule virale infectieuse. Et finalement, pourquoi les bactériophages sont intéressants? Parce que c'était un système modèle important pour étudier les mécanismes fondamentaux de la biologie moléculaire. Le fait que le matériel génétique, c'est de l'ADN, qu'on a un code génétique en 3 lettres en acide nucléique pour un acide aminé, ça c'était fait d'abord chez les bactériophages. Et plus récemment, la découverte du système CRISPR-Cas9, prix Nobel de la chimie cette année, tout ça, ça a commencé parce qu'on cherchait, on étudiait les mécanismes de résistance des bactéries vis-à-vis de l'infection par les bactériophages. Alors, chez les bactériophages, les types de phages les plus fréquents, ce sont les bactériophages à ADN double brun, avec une morphologie typique, avec une tête icosaédrique et une queue filamenteuse, et qu'on caractérise par l'ordre des codovirales, donc les phages à queue. Et chez les codovirales, on a 3 familles distinctes. Les Myoviridae, ou Dae, qui ont une tête icosaédrique et une queue rigide et contractile. Les Syphoviridae, comme le bactériophage lambda, tête icosaédrique et une queue longue mais flexible. Et les Podoviridae, comme le bactériophage T7, qui ont une tête icosaédrique et juste une petite structure à la base d'un des sommets de l'icosaèdre. Pas vraiment une queue, mais on caractérise ça comme une sorte de queue courte, qui ressemble à un pied plus d'autre chose, donc on l'appelle podovirus. Alors, ces virus ont des modes de réplication un peu différents. Ils peuvent être plus ou moins spécifiques d'une espèce hôte de bactéries. Donc, les Podoviridae ont tendance à infecter spécifiquement une espèce de bactérie. Les Myoviridae peuvent infecter plusieurs espèces de bactéries et les tuer. Et pour les Syphoviridae, c'est un petit peu entre les deux. En termes de cycle de réplication, les Myoviridae et les Podoviridae sont presque toujours uniquement lytiques, tandis que les Syphoviridae, comme le bactériophage lambda, peuvent instaurer ce qu'on appelle un cycle lysogène, c'est-à-dire ils peuvent infecter les bactéries et sans forcément les tuer. Donc, si on analyse un échantillon d'eau de mer ou quelque chose comme ça, la plupart des bactériophages qu'on va voir dans l'échantillon vont ressembler à ça. Donc, les codovirales sont extrêmement répandus sur la planète. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on retrouve. Et il existe aussi d'autres types de bactériophages avec des morphologies différentes, donc les bactériophages filamenteux, les bactériophages à capside icosaédrique sont que filamenteuses, et il existe également des bactériophages enveloppés, avec des formes plus ou moins bizarroïdes, comme ce truc-là en forme de serpent extrêmement longue. Et on connaît beaucoup moins sur la réplication de ce type de virus que ce que l'on connaît sur les codovirales, parce qu'on les a super étudiés, les codovirales en détail,
Donc on connaît vraiment ce qu'ils font de A à Z. Ceux-ci, beaucoup moins. Alors, combien y a-t-il de bactériophages différents sur la planète? Quand on regarde une seule espèce de bactérie, comme Escherichia coli, on peut facilement trouver une bonne dizaine d'espèces de bactériophages qui vont infecter une seule espèce de bactérie. Donc, probablement, la diversité de bactériophages est beaucoup plus grande que ce qu'on a comme diversité microbienne. Ce n'est pas tout à fait clair parce que, comme on a vu avec les Myoviridae, une seule espèce de phage peut infecter plusieurs espèces de bactéries. Donc, néanmoins, on a une diversité assez grande. Et quand on regarde bien, on peut identifier des phages qui infectent n'importe quelle bactérie. Donc, on trouve qu'ils infectent des bactéries Gram plus, des bactéries Gram moins, les myobactéries et les archéibactéries. Donc, n'importe quelle bactérie, là, on a regardé, il y a toujours un bactériophage qui est capable de l'infecter. Alors, donc, si on tient compte de ça, combien a-t-on de bactériophages dans le biosphère? Donc, si vous allez à Pornic, vous allez vous baigner vous allez prendre un échantillon de l'eau de mer. Combien va-t-on trouver de bactériophages par ml? Okay, donc là, je vais vous demander de lever la main que vous pensez que c'est la bonne réponse, et puis juste pour faire un sondage comme ça. Alors, qui dit un bactériophage par ml? Personne. Qui dit 100 bactériophages par ml? Une personne. 10 000. Deux personnes. 1 million. Ouais, ok, c'est clair. Et 100 millions par ml. Une et deux personnes. Je pense que c'est vous qui avez raison pour Pornic. Okay, sur les zones côtières, ce sont des environnements riches en micro-organismes et riches en bactériophages. Donc probablement 50 millions par ml, 100 millions par ml dans les zones côtières. Dans les océans profondes, dans les zones pélagiques, on va avoir 1 million par ml à peu près. Alors, si on fait le calcul, combien doit-on avoir dans tous les océans de la planète? Alors, c'est juste pour deviner. 10 puissance 10, qui dit ça? Non, clairement. 10 puissance 20, une personne. 10 puissance 30, 10 puissance 40. Vous êtes sur l'extrême là. En fait, ça va faire 10 puissance 30. Si on multiplie 1 million par ml sur le volume total des océans de la planète, on a 10 puissance 30 particules virales, bactériophages sur la Terre. Voilà, dans les océans, quoi. Donc ça, c'est une quantité énorme que que j'ai du mal à visualiser. Donc, et d'ailleurs, tous ces chiffres-là, je les ai piqués d'un petit article de revue dans Nature il y a des années par quelqu'un qui s'appelle Chris Suttle. Donc, une façon de visualiser, c'est on peut essayer de calculer le poids total de carbone qu'il y a dans les bactériophages. Donc on peut faire 10 puissance 30 fois ça fait combien de grammes, mais juste pour visualiser, c'est l'équivalent de combien de baleines bleues. Okay, on peut imaginer une baleine bleue. Si on mettait tous les bactériophages ensemble, on pesait le carbone, ça fait combien de baleines bleues? Qui dit une baleine bleue? Qui dit 100 baleines bleues? 10 000. Ouais, ça commence à être conséquent. Oui. 1 million. Quelques-uns. Et 100 millions. Personne. Voilà, mais c'est plutôt 70 millions. Donc la quantité de carbone dans les bactériophages, ça fait l'équivalent de 100 millions, 70 millions de baleines bleues. Et si on les mettait bout à bout pour avoir un peu la longueur, alors est-ce que ça fait 1 million de kilomètres de longue? Une année-lumière? 1000 années-lumière? 10 millions d'années-lumière? Et 1 milliard d'années-lumière? Ok, apparemment c'est 10 millions d'années-lumière. Donc c'est une quantité énorme de bactériophages. Donc il y en a plein. Okay, et donc c'est la deuxième stock
de biomasse sur la planète après les prokaryotes, après les bactéries. Les bactéries qui sont le numéro 1, ensuite les bactériophages. Et donc, ça joue un rôle important dans le cycle de carbone, le cycle d'azote, etc., dans les biosphères. Donc, en écologie microbienne, les bactériophages ont vraiment un impact très, très fort. Ok, donc là, on va essayer de comprendre la réplication des bactériophages. Et on a commencé à le faire à la fin des années 1930 avec cette expérience classique de Ellis et Delbruck. Et ce qu'ils cherchaient à faire, c'était d'établir la courbe de croissance d'un bactériophage tel qu'on le ferait pour une bactérie en culture. Donc le concept de la manip, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va infecter une culture de bactéries par des bactériophages. Donc on met dans l'incubateur et on prélève un différent temps. Et à chaque temps, on va titrer le nombre de bactériophages que l'on a dans la culture avec notre technique de plage de Lise. Et en ce faisant, c'est le type de résultat qu'ils avaient obtenu. Donc ça, c'est le temps ici. Donc ça, c'est le temps. Et ça, c'est le nombre de plages de Lise par ml en échelle logarithmique. Et de façon reproductible, on observe ce type de courbe avec une phase de latence, une phase de libération de relargage très rapide où on va avoir une multiplication par 50 ou par 100 du titre de phage et puis ensuite un plateau. Donc, ok, donc juste un petit peu pour se concentrer sur cette manip de plage de Lise, parce qu'il faut vraiment comprendre ça bien pour, pour comprendre comment on interprète ces courbes de croissance. Et la manip se passe comme ceci. Donc on va préparer des séries de dilutions, des dilutions en cascade, comme vous avez fait pour les bactéries dans le TP. Et on va inoculer à chaque fois 0,1 ml de chaque dilution, pas sur la géleuse, mais sur des bactéries, dans une géleuse molle. Donc on va inoculer tout ça, puis on va étaler tout ça sur des boîtes, et ensuite on met en culture pendant une nuit, et le lendemain, on va voir que, en fait, quand notre préparation est très diluée, on a 0 plage de Lise. Quand elle est un peu moins diluée, on peut avoir 8 plages de Lise. Ici, on a 83 plages de Lise. Là, plein. Et puis ici, tout le monde est lisé. Donc, on peut dire qu'on a 83 fois 10 puissance 3 fois 10, donc 4,3 fois 10 puissance 5, unités forment en plage par ml. Ça, c'est le titre de bactériophage qu'on avait dans notre échantillon. Donc, juste pour comprendre vraiment comment ça marche, je fais un petit peu cette diapo. Donc, au départ, ce qu'on fait, c'est on coule le mélange de bactéries et de l'échantillon dans la géleuse molle sur une boîte. Donc, ça, c'est notre boîte de pétri avec les géleuses en bas. Et on coule la géleuse molle avec des bactéries qui sont en bleu. Et de temps en temps, on aura un bactériophage qui va infecter une de ces bactéries. Donc, on met sur la paillasse et notre géleuse molle se solidifie. Ensuite, on met dans l'incubateur et les bactéries non infectées vont se mettre à se diviser et elles vont former un tapis uniforme dans la couche des géleuses molles. Ensuite, cette bactérie-là, elle a été infectée par notre bactériophage ici. Donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est que le bactériophage va tuer cette bactérie-là qui va éclater et va libérer des particules virales, des bactériophages libres à proximité. Mais en fait, à cause de la géleuse, ces bactériophages-là ne pourront pas diffuser partout sur la couche. Ils pourront infecter uniquement les bactéries à proximité. Donc, les bactéries à proximité seront infectées et puis tuées à leur tour. Et ça va donner un trou plein de phages dans le tapis bactérien. Donc, la plage de Lise, ça a un trou dans le tapis bactérien. D'accord? Et c'est ça qu'on a vu ici, ça ressemble à ça.
Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et la question, c'est, une plage de lys, ça correspond à quoi, au juste? Donc, réfléchissez à ces trois options-là, parce que ça va être important pour la suite. Et une autre façon de raisonner, c'est que si j'ai ça, là, dans la solution que je mets avec des bactéries, ça va me donner combien de plages de lys? Ok, je vais... Ok. Ok, voilà. Donc il faut que je retrouve, il faut que je vois la question. Ok, normalement c'est bon. Ok, une vingtaine de réponses. 24 réponses. 25. Ok, on va voir ce que vous avez pensé à ça. Donc ça, c'est trois options. Donc soit un phage libre, soit un phage à l'intérieur d'une bactérie infectée. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, ça, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. 3, c'est le point de vue majoritaire. Un phage libre, mais pas une bactérie infectée. Ça, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse est 2. C'est soit un phage libre, soit une bactérie infectée, quel que soit le nombre de bactériophages dedans. Ça, c'est la bonne réponse. Pourquoi c'est la bonne réponse? C'est moins évident à comprendre. Donc, si on revient à notre schéma ici, si on avait dans l'échantillon que l'on a étalé ou qu'on a coulé sur la gélose, une bactérie infectée, mais on arrive à cette situation directement, d'accord? Le petit losange rouge là, ça c'est une bactérie infectée. Donc si j'ai une bactérie infectée dans l'échantillon, ben, initialement la bactérie sera là sur la gélose, mais juste après, elle va s'éclater et libérer des bactériophages infectieux tout autour d'elle. Et ces bactériophages-là ne pourront pas diffuser partout dans la gélose. Ils vont juste lyser des cellules à côté et ça va donner une plage de lyse à partir d'une bactérie infectée. Donc une plage de lyse sur la boîte, ça correspond soit à un bactériophage libre, soit à une bactérie infectée, quel que soit le nombre de phages à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est la bonne réponse est 2. OK? Alors ici, si j'ai ça dans mon échantillon, ça va me donner combien de plages de lyse? Qui dit 4? Qui dit 5? Une personne qui dit 8? Une personne et les autres, vous n'avez pas compris la question, parce que je n'ai pas de main qui se lève. Ça veut dire que l'explication n'était pas claire. Donc, tout le monde a compris que 2 est la bonne réponse là. J'ai été assez clair pour dire 2 c'est la bonne réponse. Tout le monde est OK avec ça. Et imaginons que ça c'est dans notre échantillon, je mélange ça avec des bactéries, j'étale sur la boîte. Combien de plages de lyse ça va donner? OK, j'ai combien de bactériophages libres là? 4. Tout le monde est OK avec ça. J'ai 4 bactériophages libres. Ça, c'est une bactérie infectée, au cas où vous vous posiez la question. Donc, j'ai une bactérie infectée plus 4 phages libres. Ça me donne combien de plages de lyse, étant donné que 2 est correct?
C'est ça la question. Je vais répéter, puisque personne ne me donne de réponse. Donc, est-ce que ça donne 4? Est-ce que ça donne 5? Oui, c'est ça. OK? Donc, c'est ça, le but de tout ça, c'est de comprendre ça. OK? Bien. Alors, donc on revient à notre courbe de croissance de bactériophages, ce qu'on avait vu dans la manip. Et là, c'est caractérisé par une phase de latence où, en fait, on obtient le même titre pendant 20 minutes, 25 minutes, quelque chose comme ça. Une phase de libération de l'aérolangage très rapide et puis un plateau. Et le modèle qu'on avait initialement, c'était que, bon, initialement, on a un bactériophage qui rentre dans une bactérie, et ensuite, le bactériophage va se répliquer à l'intérieur de la bactérie. Mais en fait, notre courbe ne monte pas parce que quand j'ai une bactérie infectée ici, ça me donne une plage de lyse. Une bactérie avec 4 phages à l'intérieur, ça donne une plage de lyse également. Donc la courbe reste totalement plate. Et à un moment donné, cette bactérie va s'éclater très rapidement. Ça va libérer 1 tonne de bactériophages sur un laps court de temps. Et puis en fait, ça va rester stable parce que ces bactériophages-là ne vont pas trouver d'autres bactéries à infecter. Donc on a notre courbe de réplication en une seule marche d'escalier, en quelque sorte. Donc ça, c'était le modèle initial. Et pour savoir si c'est vrai, ce qui serait bien de faire, c'est d'avoir le moyen de compter le nombre de bactériophages que l'on avait à l'intérieur de la bactérie. Donc ça serait bien de le savoir, ça. Et en fait, c'est possible parce que si on lise les bactéries en ajoutant le chloroforme, donc tout ça, c'est dans Escherichia coli, une bactérie grand moins sensible au solvant, tandis que les phages, ce sont des particules non enveloppées, donc résistants. Donc on peut liser les bactéries et libérer des particules de phage qui sont à l'intérieur. Donc on peut faire la manip avec ou sans traitement par le chloroforme. Donc en pointillé, ça c'est, on fait la manip et on prend les échantillons, on va juste les étaler sur les bactéries. Ça c'était la courbe qu'on vient de voir. Et on fait une lise par le chloroforme pour quantifier les phages seulement et ça donne ce type de résultat. Et la grande surprise, c'était qu'on avait ce qu'on appelle la phase d'éclipse. Juste après l'infection, notre titre devient 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste après le début de l'infection, on n'a plus de bactériophages. Donc le phage disparaît juste après l'infection. Donc ce qu'on a initialement, c'est une bactérie. Et après l'infection, on a une bactérie infectée, mais sans bactériophage à l'intérieur. Et c'est cette cellule infectée qui, en fait, va produire des phages qui seront ensuite libérés. Donc ça, c'est la première indication que la réplication de virus, de bactériophages, était vraiment quelque chose de très particulier. Et on peut visualiser ces différentes étapes dans le site de réplication d'un virus en microscopie électronique. Donc initialement, on a les particules virales visibles lorsque le virus va s'attacher à la surface de la cellule. Donc ça, ce n'est pas des bactériophages, c'est des virus qui infectent des chlorelles, donc des algues unicellulaires mais eucaryotes. Donc on voit la particule virale qui va s'attacher à la surface de la cellule, qui va dégrader la paroi et qui va faire entrer son matériel génétique. Et c'est à ce moment-là que la phase d'éclipse va démarrer, parce que ici, la capside reste à l'extérieur, le matériel génétique rentre à l'intérieur. Pour être infectieux, un virus, c'est les deux choses à la fois. C'est le matériel génétique et la capside. Après cette étape-là, on n'a plus de virus, on n'a plus de bactériophages. On a juste une cellule infectée. Et c'est là où on rentre dans la phase d'éclipse. Donc pendant la phase d'éclipse, le virus va répliquer son génome, produire des protéines virales, ensuite commencer à les assembler à l'intérieur de la cellule. Donc plus loin, on peut retrouver des particules virales qui s'accumulent dans l'intérieur de la cellule, qui vont devenir plus nombreuses, et finalement, la cellule infectée va s'éclater et libérer des particules virales. Donc ça, c'est les premières manips chez les bactériophages qui ont indiqué quelles étaient les étapes du cycle de réplication d'un virus. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel virus. C'est vrai pour des bactériophages, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble des virus qui nous infectent. Donc tout virus
doit effectuer ces différentes étapes. D'abord, l'attachement sur la cellule hôte. Ensuite, la particule virale, d'une façon ou d'une autre, doit rentrer dans la cellule et à un moment donné, le génome doit être libéré. Donc, pour pas mal de virus, les étapes d'entrée et de décapsulation, c'est la même chose, comme ce qu'on vient de voir sur la microscopie électronique là. Donc, ce n'est pas le bactériophage, le virus qui rentre en entier, mais uniquement l'acide nucléique. Une fois que l'acide nucléique est dans la cellule hôte, les gènes viraux sont exprimés et le génome doit être répliqué. Donc, on génère une tonne de copies du génome et une tonne de copies des protéines cellulaires, des protéines virales. Ensuite, on va les assembler en suivant les instructions comme dans un kit, et à la fin, on doit libérer des particules virales. Donc, pour se répliquer, n'importe quel virus doit effectuer l'ensemble de ces étapes. Et si on veut bloquer une infection virale ou développer un médicament antiviral qui va empêcher le virus de se répliquer, ce qu'il faut faire, c'est d'attaquer une ou plusieurs de ces étapes. Donc, le président Trump, il a chopé la COVID-19, n'est-ce pas? Il a été soigné avec quoi? Il a été soigné avec 2 types de médicaments antiviraux. D'abord, des anticorps monoclonaux, donc qui vont se fixer sur la capside, sur la glycoprotéine surface du virus et bloquer cette étape d'attachement. Ensuite, il a été traité par le remdesivir, qui est un inhibiteur de la polymérase ARN virale, donc ça bloquait cette étape-là de réplication du génome. Et en combinant les deux, on espère que ça marchera mieux qu'en faisant un seul, en utilisant un seul médicament. D'accord? Donc, cycle de réplication lytique, c'est vrai pour n'importe quel virus. Ok, on a une petite quinzaine de minutes. Donc, réplication virale, donc c'est une différence fondamentale entre les virus et les cellules. Vous devez comprendre comment ça marche, le test de Plaget-Lees, c'est un peu pour ça que j'ai passé un peu de temps là-dessus. Et l'importance de tout ça, c'est que c'était les premières manips, les premières expériences qui nous ont permis de comprendre comment font les virus pour se répliquer. Alors, en 15 minutes, je pense qu'on peut regarder en un peu plus de détails comment fonctionne le cycle de réplication lytique du bactériophage T4. Alors, donc pour la première phase, l'attachement, okay, donc tout virus, y compris les bactériophages, doivent se fixer sur la bonne cellule. Si vous êtes un virus ou un bactériophage qui infecte des bactéries Gram+, c'est pas la peine d'aller s'attacher à la surface d'un Escherichia coli, parce qu'ensuite, ça ne marchera pas très bien. Donc, les virus, les bactériophages doivent se fixer spécifiquement sur la bonne cellule hôte. Et cette fixation spécifique est médiée par l'interaction entre une protéine d'attachement sur le bactériophage et un récepteur sur la bactérie hôte. Donc, chez les bactériophages, les codovirales, ce sont les fibres qui sont à la base de la queue, qui sont les protéines d'attachement. Donc SPP1 ici, où c'est un syphovirus, okay, ça c'est la tête, ça c'est la queue, et la protéine d'attachement c'est à la base de la queue ici. C'est pareil pour le bactériophage lambda. D'accord? Chez le bactériophage T4, j'aurais dû mettre un petit schéma là, mais globalement, notre phage T4, il ressemble à ça. La protéine d'attachement, c'est ici. C'est à l'extrémité de ces fibres qui sont sur des sortes de petits pieds sur cet insecte. Donc, à chaque fois qu'un bactériophage se fixe sur une bactérie, le récepteur doit être quelque chose qui est à l'extérieur de la bactérie. D'accord? Donc, pas mal de bactériophages utilisent les motifs de LPS comme un récepteur. D'autres qui infectent des bactéries Gram- utilisent les perméases ou
ou c'est quoi l'autre mot, perméase ou des porines qui sont dans la membrane externe. D'accord? Donc, OMP-C, c'est une porine, LAMB, c'est la perméase pour le maltose. Certains bactériophages utilisent des pilules de conjugaison, pareil, des structures qui sont à l'extérieur de la bactérie comme un récepteur. Donc, tout ça, c'est vrai pour les bactéries Gram-, LPS, porine, autres structures à l'extérieur de la bactérie. Pour les bactériophages qui infectent les bactéries Gram+, donc certains utilisent des protéines qui traversent la paroi. Donc des grandes protéines membranaires, mais qui ont une partie qui, pareil, est exposée à l'extérieur de la paroi en peptidoglycane. Donc ça, c'est le cas pour cette phage SPP1. Donc, notre bactériophage s'est attaché sur un récepteur à l'extérieur de la bactérie. Donc, ensuite, le problème pour le bactériophage, c'est de traverser ou de transpercer la couche de peptidoglycane parce qu'il doit faire rentrer son ADN génomique dans la bactérie. Donc, l'exemple classique, c'est le bactériophage T4 qui va se fixer sur son récepteur OMP-C. Ensuite, la queue va se contracter. Une lysozyme phagique sera libérée ici qui va percer un petit trou à travers le peptidoglycane. Ensuite, la queue va traverser le peptidoglycane et la membrane interne et injecter son ADN dans la bactérie. Donc, je vais vous proposer ce vidéo, voilà, pour illustrer ça. Donc, normalement, dans le poly, ok, donc ça, c'est notre bactériophage T4. Ici, donc ça, c'est la tête icosahèdrique, la queue et la protéine d'attachement à la base de ces spicules qui vont se fixer sur l'OMP-C. Donc, ensuite, il y a la contraction de la queue qui traverse la membrane externe et qui va libérer de la lysozyme qui perce un trou dans... Ah, reviens. Ok. Donc, la lysozyme perce un trou dans la couche de peptidoglycane. C'est ce qui permet à la bactérie d'injecter son ADN dans le cytoplasme de la cellule. Ok. Ouais, on a 10 minutes, donc je peux avancer sur ça. Ok, donc notre bactérie est infectée, c'est-à-dire que l'ADN du bactériophage T4 est entré dans la cellule. Alors, ici, c'est une sorte de schéma de ce qui se passe par la suite. Donc, on a d'abord l'expression des ARN précoces. Donc, certains gènes viraux seront transcrits par l'ARN polymérase de la cellule hôte, de la bactérie hôte. Donc, on aura l'expression des gènes viraux qui vont d'abord dégrader l'ADN de la bactérie hôte par un DNase du bactériophage. Un autre gène précoce, c'est l'ADN polymérase du bactériophage qui va répliquer l'ADN du phage. Alors, est-ce que quelqu'un voit un problème avec ça? On a la polymérase qui va fabriquer de l'ADN et on a en même temps une DNase qui va couper l'ADN en petits morceaux. Donc, le problème, c'est que comment on peut polymériser et détruire en même temps? Alors, le bactériophage T4 a trouvé une astuce pour faire ça parce qu'en fait, l'ADN polymérase du bactériophage n'utilise pas les nucléotides standards, mais il va incorporer des nucléotides qui sont modifiés chimiquement par une autre enzyme du bactériophage qui est l'hydroxyméthylcytosine synthase. Donc toutes les cytosines
sont modifiés chimiquement. Et donc, l'ADN du bactériophage est chimiquement différente de l'ADN de la bactérie hôte. Et du coup, la DNase du bactériophage va détruire uniquement l'ADN de la bactérie hôte et ne détruira pas l'ADN du bactériophage qui vient d'être répliqué. OK? Donc, gène précoce du bactériophage T4, c'est ce qui permet au bactériophage de répliquer son ADN. Ensuite, les gènes tardifs, ce sont les gènes qui commencent à être exprimés après la réplication de l'ADN. Et l'expression des gènes tardifs est dépendant d'un autre gène du bactériophage qui s'appelle le GP55, qui est une protéine sigma du bactériophage, donc qui va former un complexe avec l'ARN polymérase de la bactérie hôte, et cet ARN polymérase associé avec le GP55 va suffixer sur le promoteur des gènes tardifs et permet de transcrire des gènes tardifs. Donc les gènes tardifs vont coder pour les protéines structurales du bactériophage, donc on forme des bactériophages à l'intérieur de la bactérie infectée. Et finalement, d'autres gènes du bactériophage sont exprimés à la fin du cycle de réplication pour éclater la bactérie infectée et libérer des phages infectieux. Donc il s'agit à nouveau de la lysozyme phagique et une protéine qui va percer des trous dans la membrane plasmique pour permettre à la lysozyme de passer dans le périplasme et dégrader la peptidoglycane. Donc on a besoin d'exprimer spécifiquement des gènes du bactériophage pour éclater la bactérie infectée. Alors c'est extrêmement important pour le bactériophage de contrôler l'expression de ces gènes dans le temps. Parce que si on avait l'expression de ces... si j'arrive à avoir une flèche, ok. Si on avait l'expression de la lysozyme et la houline, à des temps précoces, on risquerait d'éclater la bactérie avant d'avoir produit des phages entiers et infectieux. Donc ce cycle de réplication, pendant le cycle de réplication lytique, on a un contrôle temporel de l'expression génique qui est très précis et très important pour le bactériophage pour se répliquer de façon efficace. Ok, je sais pas, on a 5 minutes, je pense que je vais garder ça pour la prochaine fois. Je vais quand même avancer, on a 5 minutes pour regarder la lysogénie. D'accord? Donc, cycle lytique, bactériophage T4, la bactérie est forcément tuée à la fin du cycle de réplication. Quand on a étudié différents types de bactériophages, notamment des Syphoviridae, comme le bactériophage lambda, on a observé un autre type de réplication, ce qu'on appelle le cycle lysogénique. Et lors de la lysogénie, la bactérie infectée ne va pas mourir. Et pour regarder ça cellule par cellule, il y a un article publié il y a une douzaine d'années avec des chercheurs qui ont modifié le génome du bactériophage lambda de façon à faire exprimer la protéine fluorescente verte. Donc les bactéries infectées deviennent fluorescentes. D'accord? Donc c'est ce qu'on voit ici. Si mon vidéo... Ah, oui, ok, une vidéo, il va commencer. Non, il ne veut pas. Ok. Non, reviens. Stop, stop. Attends, je vais essayer de revenir. Ah, il ne veut pas, hein. Ah, effectivement, bah, quand je l'ai fait chez moi, ça jouait très bien, mais... Ah ok, bon, ça revient. Donc, j'ai mis cette image après pour... Donc, initialement, ce qu'on avait ici, c'est qu'on avait 2 bactéries infectées au début du vidéo.
celle-ci et celle-ci. Et elles vont avoir deux destins tout à fait différents. Donc cette bactérie-là sera éclatée, donc c'est un cycle lytique, tandis que celle-ci, elle ne va pas s'éclater du tout, elle va continuer à pousser et se diviser plusieurs fois, à chaque fois maintenant l'expression de la GFP, donc c'est toujours une bactérie infectée. Alors, que s'est-il passé ici? Donc, dans cette bactérie-là, le bactériophage lambda s'est fixé à la surface de la bactérie, a injecté son ADN, qui s'est circularisé, qui a commencé à exprimer les différentes protéines nécessaires pour la réplication de l'ADN du bactériophage, qui a formé plein de bactériophages, et puis qui ensuite a éclaté la bactérie. Donc, dans cette cellule, dans cette bactérie infectée là-bas, on observe un cycle lytique. Tandis que chez celle-ci, il se passe autre chose. Donc ça commence pareil, le bactériophage se fixe sur la bactérie, injecte son ADN qui est circularisé, et ensuite le bactériophage exprime une intégrase qui va intégrer son génome dans le chromosome de la bactérie. Et certains gènes du bactériophage continuent à être exprimés. Mais il n'y a pas de production de protéines structurales du bactériophage et on n'a pas l'expression des gènes très tardifs qui éclatent la bactérie. C'est pour ça que la bactérie infectée n'est pas tuée. Et en fait, cette bactérie-là, elle va continuer à pousser, elle se divise, et à chaque fois que la bactérie réplique son ADN, elle va aussi répliquer le génome du bactériophage. Oui, donc on est ici, donc je vais m'arrêter là et je reprendrai à partir de cette diapo pour le dernier cours. D'accord? Avec vous, c'est demain ou c'est après les vacances? Hein? Ok, bon, on se voit demain pour la suite.